On ne vous entend plus. Ouais. Alors, il y a des gens qui me coupent le micro. Vous m'entendez? C'est bon, on t'entend. Je pense que c'est au moment où j'ai lancé l'enregistrement. Donc, je préviens les participants que j'ai lancé un enregistrement. Donc, n'hésitez pas à couper vos caméras. Comme on est assez nombreux, voilà, je pense que l'application Teams a un peu de mal. Audrey, on voit plus ton écran, mais sinon, on continue à t'entendre. Donc, voilà, j'ai bien lancé l'enregistrement. Si vous voulez pas apparaître sur le replay, n'hésitez pas à couper vos caméras. Ok, je relance l'enregistrement. Moi, j'ai lancé l'enregistrement. Le replay, oui, pardon. Le partage d'écran. Allez, on est reparti. Donc là, normalement, vous devriez voir apparaître mon écran. C'est parfait. Ok. Donc, je disais, la région Grand Est ambitionne d'être un territoire à énergie positive et bas carbone à l'horizon 2050. Donc, pour cela, il faut déjà commencer par réduire nos consommations de 55%. Donc, pour ça, vous avez les outils notamment régionaux et nationaux que sont Déclic ou les conseillers en énergie partagée. Et on ambitionne notamment de développer les énergies renouvelables, dont l'éolien qui nous concerne et le photovoltaïque. Donc l'éolien, pour y arriver à ce territoire énergie positif à l'horizon 2050, il faudrait multiplier l'éolien par 5 et le photovoltaïque par 15. Donc du pain sur la planche. Pour vous aider, donc, il y a nos 3 associations. Nous travaillons en réseau pour réaliser la mission générateur, mais on travaille en réseau sur plusieurs projets. Donc, nos 3 associations, c'est donc notre association Alter Alsace Énergie, qui officie sur toute l'Alsace, l'association Lorraine Énergie Renouvelable, donc, qui s'occupe du territoire lorrain, et l'association l'ALE 08, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat des Ardennes, qui s'occupe du territoire champardonnais, tout simplement. Donc, on travaille sur la mission générateur, mais on travaille aussi en collaboration sur les missions Déclic, donc la sobriété dans les foyers. France Rénov', l'accompagnement des particuliers dans leurs travaux de rénovation thermique. Le réseau Géclair, qui est le réseau citoyen pour une énergie locale. Et donc, les générateurs, qui est la mission qui permet de vous présenter l'autoconsommation collective aujourd'hui. Et donc, l'autoconsommation collective, on y vient justement. Donc, l'autoconsommation collective. Tout d'abord, le périmètre. Donc, la possibilité de réaliser une opération d'autoconsommation collective est régie par l'article L315-2 du Code de l'énergie. À l'origine, les opérations d'autoconsommation collective se sont surtout développées dans des copropriétés. Donc, c'est pour ça que vous avez la possibilité de le faire dans un même bâtiment. Aujourd'hui, la possibilité d'avoir une opération sur un périmètre étendu est de plus en plus fréquent. Donc, les règles de base sont une opération avec une distance maximale de 2 km entre les participants les plus éloignés. Ce n'est pas 2 km entre la centrale de production et le participant. C'est bien 2 km entre les points de livraison les plus éloignés. Donc, ça peut être 2 km entre 2 consommateurs les plus éloignés ou 2 km entre la centrale et le consommateur le plus éloigné. On parle bien de points de livraison. Si on est sur une source d'énergie renouvelable, on peut être sur le réseau basse et moyenne tension. Et le maximum de potentiel de production par boucle d'autoconsommation collective est de 3 MW. Par dérogation, vous pouvez élargir le périmètre d'autoconsommation entre les participants à 20 km. Pour avoir cette dérogation, il faut écrire une lettre motivée auprès du ministère de l'Énergie. Les critères ne sont pas exactement définis, ils sont laissés, il y a une marge d'appréciation qui est laissée au ministère. Il y a des critères d'isolement, de densité, donc vous devez caractériser l'intérêt pour vous d'obtenir cette dérogation de 20 km, sachant qu'un premier critère quand même qui nous semble important, c'est d'être une commune plutôt rurale, dans un milieu plutôt rural. Alors, les 4 grandes règles de l'autoconsommation collective.
L'autoconsommation collective, ce n'est pas créer un nouveau réseau, de nouveaux câbles que vous allez tirer entre tous vos bâtiments. C'est une autoconsommation virtuelle. Donc, vous passez par le réseau public de distribution. Donc, vous êtes raccordé au réseau public de distribution. Cette autoconsommation collective, c'est donc une autoconsommation virtuelle. Elle est possible grâce aux compteurs communicants. Donc, vous êtes obligatoirement équipé de compteurs communicants. Si ce n'est pas le cas, vous devrez en faire la demande à votre gestionnaire de réseau de distribution. L'opération d'autoconsommation collective est encadrée via une personne morale organisatrice. Cette personne morale organisatrice, comme son nom l'indique, c'est une personne morale, donc ça ne peut pas être une personne physique. Cette personne morale organisatrice, elle peut être simplement une association, elle peut être une SAS, tant que c'est une personne morale. Cette personne morale organisatrice, elle aura un rôle très important tout au long de la vie de l'opération d'autoconsommation collective, puisque ça va être elle, l'interlocutrice unique avec le gestionnaire de réseau de distribution. Donc, si vous avez un établissement local ou Enedis, ce sera cette PMO qui sera l'interlocutrice unique. Cette PMO, donc, ça peut être une personne morale ad hoc, dans le cas d'une opération d'autoconsommation collective dite ouverte. Si c'est une opération d'autoconsommation collective dite patrimoniale, donc avec la seule collectivité, ces seuls bâtiments dont elle a la propriété, cette PMO, c'est vous, en tant que collectivité. On y reviendra. Il y a plusieurs typologies d'opérations d'autoconsommation collective. Ça peut être une opération d'autoconsommation collective avec consommation individuelle. Imaginons, vous équipez un de vos bâtiments, votre mairie, votre gymnase, de panneaux photovoltaïques. Ce bâtiment va autoconsommer en interne une partie des électrons photovoltaïques. Le surplus va être injecté sur le réseau et va être distribué parmi les différents participants de l'opération d'autoconsommation collective. Ça peut être une opération d'autoconsommation collective dite pure. Dans ce cas-là, vous avez un producteur, que ce soit vous ou un tiers, qui produit de l'énergie donc renouvelable. On parle de photovoltaïque là, mais ça peut être, c'est pas forcément de l'énergie électrique. Ça peut être de la biomasse, ça peut être des réseaux de chaleur urbains, ça peut être une éolienne, etc. Ça peut même être une source d'énergie non renouvelable, puisque si on revient aux prémices, ça peut être une source d'énergie non renouvelable, mais ce sera sur le réseau basse tension. Bon. Donc, vous avez de l'autoconsommation collective pure ou avec autoconsommation individuelle. Les participants. Donc, aujourd'hui, la plupart des collectivités qui nous contactent dans le cadre du réseau Les Générateurs nous contactent pour une opération patrimoniale. L'intérêt de cette opération, c'est que vous allez pouvoir déduire de la facture de vos bâtiments l'énergie produite par la centrale faisant partie de la boucle d'autoconsommation. Donc, vous installez une centrale photovoltaïque, une éolienne, une chaufferie biomasse, et vous faites partager l'ensemble de vos bâtiments communaux. Vous partagez l'énergie avec l'ensemble de vos bâtiments communaux. Donc, dans ce cadre-là, c'est très simple. Vous déduisez cette énergie de vos factures. Vous êtes, vous, commune, votre propre personne morale organisatrice. Si vous avez du surplus, vous le vendez. Et pour le reste de vos consommations, puisque c'est rare d'arriver à 100% d'autoconsommation, ou du moins d'autoproduction, pour le reste de votre consommation, votre fournisseur classique vous fournit. Il y a une autre possibilité, vous êtes dans une opération dite ouverte. Imaginons c'est vous qui investissez dans une centrale de production. Vous distribuez à vos propres bâtiments communaux, mais également vous en faites profiter vos citoyens, entreprises. Donc dans ce cas-là, vous pouvez leur vendre au tarif que vous décidez vous-même, ou bien leur céder à titre gratuit. Ça, c'est un choix. Vous êtes producteur. Vous avez des contrats bilatéraux avec vos consommateurs. Ce sont des contrats de droit privé. Vous fixez le tarif que vous souhaitez. Les électrons passant sur le réseau sont affectés par les différentes taxes et assises. Donc, vous avez le TURP et l'assise sur l'électricité qui vont être
refacturés aux consommateurs. Enfin, dernier schéma possible, il y a un producteur local, imaginons une centrale villageoise, pourquoi pas, un groupement citoyen d'énergie locale qui investit dans une centrale de production et qui propose de vous vendre cette énergie dans le cadre d'une boucle d'autoconsommation collective. Eh bien, vous pouvez en profiter. De nouveau, l'énergie transitant sur le réseau public de distribution, les différentes taxes et TURP seront affectées sur la facture. Alors, comment ça se passe tout ça? Comment ça se passe? Vous avez des fameuses clés de répartition. Vous avez ici certains modèles de clés de répartition qui peuvent être modifiés. Vous pouvez en imaginer d'autres. Ils ne sont pas exclusifs. Donc, la personne morale organisatrice, donc, qui est l'entité juridique qui chapeaute l'autoconsommation collective, va dialoguer avec le gestionnaire de réseau de distribution, donc Enedis ou vos gestionnaires locaux, et qui va établir des clés de répartition. Ces clés de répartition peuvent être statiques. Ce sera toujours à chaque heure de la journée un certain pourcentage de l'énergie photovoltaïque qui sera affecté à n'importe quel participant, c'est-à-dire client, il a le droit à 25%, quelle que soit la journée, quelle que soit la période de l'année, ou elles peuvent être dynamiques ou dynamiques par défaut. Dynamique par défaut, c'est au prorata de la consommation du participant. Je ne m'étale pas dessus, on pourra organiser un groupe de travail pour rentrer plus en détail. Pour vous illustrer tout ça, voici une petite illustration de comment ça se passe dans la vie d'une opération d'autoconsommation collective. On le disait, l'opération fonctionne grâce au compteur communicant. Donc là, c'est Enedis, puisque c'est un schéma Enedis, mais votre GRD, votre gestionnaire du réseau de distribution, va relever, grâce au compteur communicant, sur un pas de temps de 30 minutes, les différentes consommations et injections. Donc, de midi à midi 30, combien d'énergie photovoltaïque, imaginons, a été injectée sur le réseau, et de midi à midi 30, quelle a été la consommation des différents participants à l'opération d'autoconsommation collective. La personne morale organisatrice aura en amont communiqué à Enedis les différentes clés de répartition. Imaginons, on est dans une clé de répartition dynamique par défaut. Elle a indiqué à Enedis, je veux que les participants bénéficient de l'énergie renouvelable au prorata de leur consommation. Donc aujourd'hui, au prorata de la consommation des différents clients, le client 1 a le droit à 25% de l'énergie photovoltaïque, le client 2 à 35% et le client 3 à 40%. Enedis ou le GRD va donc calculer sur chaque pas de temps de 30 minutes quelle est l'énergie renouvelable, l'énergie de la boucle d'autoconsommation à affecter à chaque participant et quelle est l'énergie qui doit être fournie par le fournisseur classique. Enfin, Enedis va communiquer à la PMO et au fournisseur classique quelle est la part de l'énergie autoconsommée et quelle est la part de l'énergie qu'on appelle alloconsommée, donc consommée par la fourniture classique. Et donc, la PMO va informer le producteur de la part d'énergie autoproduite qu'il doit communiquer et donc vendre ou céder à ses participants. Enedis va indiquer au fournisseur classique quelle est la part d'énergie qu'il doit soustraire de la facture classique et quel est le TURP qu'il doit affecter sur sa part d'énergie autoconsommée, puisque le TURP qui est induit par l'opération d'autoconsommation collective est ensuite facturé par le fournisseur classique, puisque vous, en tant que producteur ad hoc, vous n'avez pas les agréments pour facturer le TURP. Par contre, c'est bien vous, en tant que producteur ad hoc, qui devez récolter les différentes taxes sur l'électricité. On y reviendra lors d'un prochain GT. Et donc, le gestionnaire de réseau de distribution ou Enedis a un travail supplémentaire à fournir, puisque vous le voyez, c'est lui qui fournit le gros du travail sur la répartition des flux autoconsommés et alloconsommés. Pour cela, pour chaque opération d'autoconsommation collective, le TURP est majoré. Vous pouvez donc, si vous avez du surplus, valoriser votre surplus, et là, il faudra faire un choix.
Depuis l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021, l'arrêté tarifaire S21, vous n'avez pas le droit de cumuler subvention à l'investissement et tarif de revente. Donc, soit vous avez le choix de faire appel aux subventions Climaction qui, effectivement, sont très intéressantes dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective. Donc, c'est 500 € par kilowatt crête, les 100 premiers kilowatts crête. Soit vous faites le choix de vendre en guichet ouvert, donc c'est le tarif réglementé qui est garanti par l'État durant 20 ans. Donc, vous ne pouvez pas cumuler les deux. Climaction subventionne également les différentes études structures ou études de faisabilité en autoconsommation collective. Ces préétudes ne sont pas incompatibles avec la vente en guichet ouvert. Vous avez ici un schéma récapitulatif et je trouve très parlant sur comment s'organise une opération d'autoconsommation collective. Je vous laisserai regarder ça plus attentivement quand on vous enverra le diapo. Et maintenant, je vais donc laisser la parole à Monsieur Pierre Plonneur, qui a réalisé une opération d'autoconsommation collective sur sa commune de Dents-sur-Meuse. Est-ce que Monsieur Plonneur est parmi nous? En fait, un recours par mail, là, en joignant son RIB à elle. Faites un recours par mail, je vous donne à l'adresse véhicule. Peut-être répondre aux questions en attendant. Mhm. Je ne sais pas, Benjamin, je te. Alors, j'ai coupé le partage d'écran, comme ça je peux voir aussi. Attaché. Euh, Les véhicules propres au singulier. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro, par Voilà, contre. faites un recours par mail, mettez le numéro. Alors, je reviens, on avait un problème de son. Alors, PMO peut être la commune ou une association. Alors, la PMO, donc je pense que vous l'avez compris, si vous êtes dans le cadre d'une opération d'autoconsommation patrimoniale, dans ce cas-là, c'est vous, commune, qui êtes votre propre PMO. À partir du moment où vous allez intégrer des acteurs différents, des citoyens, des entreprises, que sais-je, vous avez la liberté de votre imagination. À partir du moment où vous intégrez d'autres participants, il faut absolument que ce soit une entité juridique ad hoc. Et donc là, ça peut être une entité que vous créez de toutes pièces. Donc, on a beaucoup vu des associations nous se créer parce que c'est la forme la plus simple, puisque tous les participants à l'opération d'autoconsommation collective doivent intégrer cette fameuse personne morale organisatrice. Donc, intégrer une asso, c'est très simple. Vous prenez une adhésion, vous l'intégrez. Intégrer une SAS, c'est un peu plus compliqué, il faut prendre des parts. Mais pourquoi pas? Une fameuse, on parle par exemple des communautés d'énergie renouvelable qui sont possibles avec les directives européennes. Ces communautés d'énergie renouvelable qui peuvent être portées par exemple par une centrale villageoise, cette centrale villageoise peut être PMO. Voilà. Donc la PMO, tant que c'est une entité, une personne morale, il n'y a pas de problème. Si la puissance est supérieure à 3 MW, est-ce qu'une dérogation est envisageable? Alors non, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des boucles d'autoconsommation collective qui s'enchevêtrent, en fait. Vous allez avoir une boucle A qui va donc avoir la production d'une éolienne jusqu'à 3 MW qui va alimenter tel participant. Et la boucle B qui est sur le même périmètre quasiment, mais qui est toujours de 3 MW. La seule réponse qu'on n'avait pas résolue, je crois qu'une PMO peut être PMO pour plusieurs boucles d'autoconsommation, mais il faut qu'on creuse cette question. Alors, vers qui peut-on renvoyer les communes de notre Comcom qui nous interpellent et qui souhaitent faire du PV en autoconso? Les générateurs. Eh bien oui. Je vous repartagerai juste à la fin nos coordonnées. Oui, j'ai coupé un peu à la fin. Avant la fin, mais il y avait nos coordonnées à la fin. Donc, nous, les générateurs, nous pouvons tout à fait, donc on est sur les 3 ex-régions, nous sommes 3 associations,
Et nous pouvons tout à fait vous accompagner dans un pré-diagnostic, vous aider à caractériser l'opportunité ou pas de faire de l'autoconsommation collective et ensuite vous diriger vers les bureaux d'études adéquats. Alors, oui, oui. Oui. Alors désolé, il y a un long paragraphe. D'accord. Donc, une question sur les taxes de Monsieur Vallotton. Alors, une question pour les taxes, parce qu'il y a beaucoup de taxes sur l'opération d'autoconsommation collective et chacun y va un peu de son avis. Donc, vous avez raison, Monsieur Vallotton, nous avons aussi des discours différents qui sont tenus selon les personnes à qui on soumet la question. Alors, si je vous fais un récapitulatif rapide et succinct et le plus clair possible que je puisse, et nous organiserons un GT là-dessus. Autoconsommation patrimoniale, donc sur vos propres bâtiments. Vous faites de la déduction sur facture. Donc, vous avez toujours le TURP qui s'applique dans tous les cas, parce que vous passez par le réseau public de distribution. Le TURP, c'est simple, il est récolté par votre fournisseur classique et il vous est facturé sur votre fourniture d'électricité classique. Ensuite, vous avez l'accise sur l'électricité, excusez-moi. Donc l'accise sur et la TVA. L'accise sur l'électricité, c'est la CSPE, TICF. Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective patrimoniale, les différents bureaux d'études qui accompagnent ce type d'opération vont vous dire vous ne la payez pas. Nous, on a un point de vue plutôt institution publique, on n'est pas tout à fait d'accord. Mais dans les faits, il est vrai qu'aujourd'hui, les différentes opérations d'autoconsommation collective patrimoniale ne la payent pas et ne sont pas embêtées. Ni la TVA. Sur la TVA, pareil, on s'est dit, mais il y a peut-être quand même la TVA quelque part. ESPUL, qui est le Centre de ressources nationales sur le photovoltaïque, a soumis une question au gouvernement sur cette TVA. La réponse est tout aussi alambiquée. Donc, aujourd'hui, les pratiques que nous avons, c'est en autoconsommation collective patrimoniale, on ne paye que le TURP. Ça va sûrement être éclairci puisque les projets se démultiplient. Donc ça, c'est l'autoconsommation collective patrimoniale. Sur vos propres bâtiments, vous faites de la déduction de facture. Autoconsommation collective ouverte. Donc, il y a vous, mairie, et d'autres participants, citoyens, entreprises. Le TURP, de nouveau, c'est simple, c'est le fournisseur classique qui le facture sur la facture classique. En fait, sur votre facture, vous allez voir votre TURP classique et vous allez avoir une ligne TURP faisant partie de l'opération d'autoconsommation collective de temps à temps, de telle date à telle date. Donc ça, c'est simple. Ensuite, vous avez l'accise sur l'électricité qui englobe CSPE, TICFE, etc. Ces taxes-là sont à récupérer, et la TVA, bien sûr. Ces taxes-là sont à récupérer par le producteur. Donc, celui qui installe la centrale, le producteur, doit récupérer les taxes. Et donc, doit les facturer sur la facture de ses clients. La PMO peut aider dans la facturation, c'est-à-dire le producteur peut donner mandat à la PMO pour que ce soit la PMO qui réalise la facturation. Aujourd'hui, vous avez des bureaux d'études qui ont créé des logiciels pour réaliser tout ce qui est facturation. J'espère. Alors, je vais voir. Est-ce que le maire de Dain-sur-Meuse est présent? Tu as des nouvelles, Audrey, ou pas? Parce que le riz de Chenet, C'est Maël. monsieur Il faut ou madame demander. Lee. Maël, Il passe. Bon, ce matin, Maël n'est pas là? elle essaye d'appeler. Je te tiens au courant. D'accord.
Ok. au niveau des villages. On va continuer avec les questions en attendant. Oui, c'est bien comme ça aussi. Quel est l'impact pour le contrat d'achat d'électricité? Faut-il renégocier ce contrat? Nanana. Faut-il attendre le renouvellement de contrat pour intégrer cela dans le cahier des charges? Non, vous n'avez pas besoin. Alors, parfois, dans vos contrats gaz, vous avez, pour certaines collectivités, des objectifs de consommation. Donc, c'est le seul cas dans lequel vous pourriez être amené à renégocier votre contrat. Sinon, pour vos contrats en cours, il n'y a pas de souci. C'est Enedis qui dialogue avec vos fournisseurs classiques et qui va indiquer que vous faites partie d'une opération d'autoconsommation collective et quelle est la quantité à soustraire de votre facture. Donc, comme je disais, par contre, sur votre contrat, ce que ça va changer, c'est que face au travail réalisé par Enedis, vous avez un TURP. Sur la partie gestion, dans le TURP, vous avez deux parties. Vous avez la composante gestion et la composante sous-tirage. Et sur la composante gestion, vous allez avoir une majoration, ce qui est normal. Il faut bien payer Enedis pour le travail qu'il fait. Comment choisit-on entre vente du surplus et subvention Climaction? Vous faites appel à nous. Vous faites appel à nous, on est là pour ça. On est là pour établir un pré-diagnostic, une sorte de business plan grossier qui permet de voir en fait ce qui est le plus intéressant entre subvention ou guichet ouvert par rapport à votre projet. En fait, ça dépend de chaque projet, ça dépend de la quantité de surplus, etc., sachant que pour Climaction, vous devez avoir un taux d'autoconsommation, donc la part d'énergie renouvelable qui est consommée par votre centrale, qui est supérieure à 70%. Donc, c'est déjà une indication. Nous allons vous transmettre le PowerPoint, bien entendu, à la fin. Alors, attention, la PMO n'est pas producteur d'énergie. La PMO, elle n'est que l'organisme qui va encadrer l'ensemble des participants à l'opération d'autoconsommation collective. Pourquoi? C'est très simple. Enedis, il n'a pas envie d'avoir à parler à 100 personnes si vous êtes 100 à participer dans l'opération. Donc, pour ça, il a besoin d'avoir un interlocuteur unique qui est la PMO. Et donc, cette PMO, tout ce qu'elle fait, c'est avoir en son sein l'ensemble des participants et ensuite dialoguer avec Enedis. Et la PMO n'est pas la productrice. Il ne faut pas faire l'amalgame. Et comme vous le disiez, la PMO peut être un collectif citoyen, sans problème. Ok. Audrey, je te fais peut-être une petite pause vite fait dans les questions. Est-ce qu'on ne peut pas transmettre le lien en attendant pour que les personnes le remplissent? Oui, tout à fait. Alors, nous avons un Google Form à vous soumettre. C'est un Google Form sur vos attentes pour les prochains groupes de travail. Donc, on va vous le mettre là en message. N'hésitez pas à l'ouvrir, à le remplir pour qu'on puisse affiner les prochains groupes de travail. Et bien sûr, vous aurez de nouveau la présentation et le Google Form qui vous sera transmis par mail avec l'ensemble de nos coordonnées. Alors, je continue, tant qu'on n'a pas trop de nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de questions. Le tarif de rachat de l'électricité est-il en prix fixe? Oui. Ok, je vais me renseigner et je vous tiens au courant. Il arrive dans 5 minutes, Audrey, le maire. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est juste pour t'en informer. Peut-être expliquer quand même le fonctionnement général de ces groupes de travail, de ces réunions. Ça te va, Audrey? Bien sûr. Parce que c'est peut-être pas très clair pour le moment pour les participants. D'accord, ok, très bien. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un format très générique et très descendant, puisqu'on avait besoin de revenir sur les principes généraux de fonctionnement de l'autoconsommation collective. À l'avenir, le but de ces groupes de travail, c'est de vous aider à monter en compétence, si je puis dire, sur cette question-là, puisqu'on le sait, il y a une forte attente et une forte demande de la part de l'ensemble des communes sur ces questions-là, et il y a beaucoup de flou autour de ça. Nous, en tant que générateur, notre but, c'est à la fois d'accompagner les communes, mais aussi de créer une synergie, en fait, et une émulsion, si je puis dire,
autour des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Ouais, c'est pas émulation. Merci. Feuille de maillot. Bref, autour de la transition énergétique. Donc, notre rôle à nous, c'est aussi d'être relais sur toutes les questions que vous vous posez et de vous accompagner dans vos projets. Ces groupes de travail vont vous permettre de pouvoir échanger sur toutes les questions que vous vous posez sur l'autoconsommation collective. Et donc, c'est pour ça que dans le formulaire, on vous propose différentes thématiques pour les prochains groupes de travail, puisqu'on ne sait pas sur quelle thématique vous avez le plus de questions. Et le but à l'avenir, c'est d'être peut-être en groupe plus réduit pour pouvoir échanger sur vos questions et sur vos retours d'expérience. Parce que je pense que vous avez peut-être tous, enfin pas tous, mais certains ont peut-être des retours d'expérience à nous faire profiter sur différentes questions. Donc voilà un peu la philosophie générale. Et donc on vous propose, pourquoi pas, de se revoir à peu près toutes les 6 à 8 semaines. Vous nous direz sur quelle périodicité vous convient le mieux. Ok, je finis le tour. Peut-être si les participants peuvent remplir au moins le formulaire pour avoir le document projeté, enfin le support de présentation, parce qu'autrement on aura du mal à vous envoyer le support et comme l'invitation a été envoyée très largement, l'idée c'est de ne pas inonder les boîtes mail des personnes pas intéressées. Donc n'hésitez pas non plus à remplir le formulaire au moins pour avoir le support de présentation du jour. Oui, tout à fait. Donc, on est déjà à une vingtaine de réponses, donc c'est bien, prenez bien le temps d'y répondre, parce que c'est important pour la forme que va prendre ces groupes de travail. Ok. Maëlle, tu nous préviendras de l'arrivée de monsieur le maire. En attendant, on va continuer quelques questions. Audrey? Allez, c'est parti. Alors, le tarif de rachat d'électricité est-il un prix fixe sur 20 ans ou bien un prix minimum garanti? Donc, c'est bien un prix fixe. C'est bien un prix fixe sur 20 ans. Ok. Dans le cas des systèmes ouverts, quelles sont les conditions? Ah oui, quelles sont les conditions en termes d'engagement? Bonne question. Pour les clients et pour le producteur. Je pense notamment à la revente à des particuliers. Quelle garantie d'achat pour la PMO? Alors, je reviens, mais bon, la PMO, c'est pas elle qui vend, c'est bien le producteur. Alors, quelle garantie? Aucune. En France, il y a une règle fondamentale qui est la liberté de choix de son fournisseur d'énergie. Donc, vous pouvez inscrire des règles du type un délai de 1 mois, enfin, donner un préavis de 1 mois avant de quitter l'opération d'autoconsommation collective, ou peut-être de 3 mois, mais vous ne pourrez pas empêcher les clients de partir. Donc, il faut bien prendre ça en compte dans votre business plan. Par exemple, on peut se dire, dans mon business plan, je vais prendre une entreprise qui consomme beaucoup. C'est intéressant. Par contre, si l'entreprise demain, elle part, pour la revente, c'est un peu plus coton. Donc voilà, aucune garantie dans le sens où ce sont des relations contractuelles du droit privé. Par contre, vous pouvez aussi faire des tarifs. Vous êtes en tant que producteur, vous avez le droit de faire des tarifs différenciés selon les types de clients. Vous pouvez avoir un tarif social, vous pouvez avoir un tarif saisonnier, vous pouvez avoir un tarif heure creuse, heure pleine. Faites ce que vous voulez là-dessus. Oui, la CTA oui, est comprise dans l'assise sur l'électricité. Oui. Idem pour les CE. Les certificats d'économie d'énergie? Les certificats d'économie d'énergie, ça ne fait pas partie de la fiscalité d'une opération d'autoconsommation collective. Du coup, je ne comprends pas la question. Si quelqu'un a la réponse. Quels sont les moyens aujourd'hui de connaître précisément la production photovoltaïque qui a été consommée dans le cadre d'une autoconsommation individuelle?
Bah là, vous avez votre déduction sur facture, vous avez votre compteur et qui logiquement fait les deux, et vous avez des outils de monitoring qui vous permettent de suivre votre consommation. Concernant le TURP, il me semble qu'on peut choisir entre le TURP photovoltaïque et le TURP classique. C'est pas ça, c'est pas le TURP photovoltaïque, c'est le TURP spécifique ACC. De toute façon, ce TURP spécifique ACC, il n'est possible que lorsque vous êtes tous en amont du poste du PDL, du poste de livraison. Donc, ce TURP ACC, il est possible que pour les opérations dans une copro, par exemple. Dans tous les cas, vous serez sur le TURP classique. Et dans tous les cas, vous aurez la composante de gestion qui sera majorée, puisqu'elle est là pour rémunérer Enedis pour le travail qu'il fournit. Alors, une communauté de communes portant un projet en autoconsommation collective patrimoniale peut-elle louer une toiture à une autre commune pour atteindre la puissance nécessaire à sa production? Oui. Oui. En fait, ça, il n'y a pas de problème. Ce qui joue en fait sur le fait de parler d'autoconsommation collective patrimoniale ou ouverte, c'est les points de livraison. Donc, c'est très simple. Si tous les points de livraison appartiennent à une seule entité, donc la commune, on est en patrimonial. Si les points de livraison appartiennent à deux entités, donc deux communes ou la commune et sa Comcom ou son PETR, on est sur une autoconsommation collective dite ouverte. C'est aussi simple que ça. Alors, plusieurs sites isolés. Tout simplement, il y a deux règles. Donc, est-il possible de monter une opération d'autoconsommation collective étendue entre plusieurs sites isolés du réseau de distribution? Les règles sont simples. Tant que vous avez la dérogation 20 km, vous pouvez intégrer n'importe quel participant. Tant que c'est sur le même réseau de distribution. Il y a une autre règle très importante. Vous ne pouvez pas faire une opération d'autoconsommation collective à cheval sur deux types de réseaux de distribution, enfin, sur deux réseaux de distribution gérés par deux gestionnaires différents. Typiquement, sur votre territoire, vous avez Enedis et un gestionnaire local. Vous ne pourrez pas monter une opération d'autoconsommation collective à cheval sur leurs deux réseaux. Sinon, vous pouvez bien sûr raccorder plusieurs sites isolés, tant qu'ils font partie des 20 km, si vous avez la dérogation 20 km. Oui, la CTA, c'est une taxe communale qui vous est due dans tous les cas. Et pour nous aussi, elle est due même pour la part autoconsommation collective. On a fait le tour des questions, je crois. Comment calculer les 2 km? Ah, vas-y, Benjamin. Non, demandez à Maëlle si tu as des nouvelles de Monsieur le maire. Je l'ai eu au téléphone, il avait juste un coup de fil urgent à passer et il venait, mais Ok. il devrait pas tarder, mais D'accord. Alors, pour le calcul des 2 km, c'est entre les deux points de livraison les plus lointains, comme on le disait, tout se passe, la règle, c'est les points de livraison, et c'est à vol d'oiseau. Sachant que Enedis a accepté, dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, un point de livraison qui était quelques dizaines de mètres plus loin que les 2 km. Voilà. Peu de souplesse. Si votre BE trace un rayon autour du centre de production, il faut lui demander de revoir ses basiques.
Faut lui demander de venir nous voir peut-être. On lui dit quand... C'est vraiment pas ça. Non, la centrale de production ne peut pas être au-delà des 2 km de livraison. Non, quand je parle de point de livraison, c'est la centrale de production, elle a un PDL. Elle injecte sur le réseau. Donc, elle a un PDL, elle a un point de livraison. Donc, la centrale de production, elle fait partie de ces 2 km. Donc, ça peut être... Moi, j'ai une opération là que j'accompagne, c'est la centrale de production, elle est tout à l'est, ou tout à l'ouest, bon, passons, tout à l'est, et le consommateur le plus éloigné, il est tout à l'ouest. Et donc, c'est une commune à toute longiligne, comme ça, et donc ça va bien en fait. On a la centrale tout à l'est, le consommateur le plus éloigné à 1,8 km tout à l'ouest, et ça se passe bien. Mais ça peut être autrement. Ça peut être un consommateur est à 1 km au nord, l'autre consommateur 1 km au sud et la centrale de production au milieu. Ça fait 2 km. Alors, la demande de dérogation est-elle formalisée puis obtenir... Alors, je vais essayer de comprendre. La demande de dérogation, elle est formelle. C'est une lettre formelle à envoyer au ministère de l'Énergie pour l'obtenir. On a quelques communes qui l'ont obtenue. En petit teaser, je peux vous indiquer que la date exacte, excusez-moi. Oui, c'est ça, le mardi 11 avril. Le mardi 11 avril, dans le cadre des DEJ ENR, ce sont des petits webinaires que nous faisons sur le temps de midi. Nous avons un DEJ ENR dédié à l'autoconsommation collective, avec un retour d'expérience du Val-de-Villers, qui est une opération d'autoconsommation collective ouverte avec des industriels et la commune. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir sur notre site internet les générateurs, qu'on peut, là, tout de suite, clac, vous mettre dans le chat. Hop, vous pouvez voir nos prochains DEJ ENR, vous pouvez voir tout ce qu'on fait et vous pouvez donc, on vous enverra l'invitation pour le prochain DEJ ENR par retour de mail avec toutes les informations. Vous pourrez avoir un retour d'expérience. Et donc, vous parlez de Enedis et beaucoup d'opérateurs qui ne seront pas prêts avant 2025. Bah oui, on a le cas. Là, on accompagne le territoire de la Comcom d'Erstein et ils ont 3 opérateurs, 3 gestionnaires de réseau de distribution et c'est plus compliqué. Ils ne sont pas tous au même niveau qu'Enedis. On essaie de travailler en collaboration justement avec les 3 GRD. Mais après, le problème, c'est qu'en fait, pour gérer tout ça, ça leur demande de développer des nouveaux systèmes informatiques. C'est ça qui leur prend le plus de temps, sans oublier qu'ils n'ont pas tous encore installé des compteurs communicants. Donc oui, ça prend un peu de temps. Audrey, on va pouvoir enchaîner avec le retour d'expérience. Allez, c'est parti. Arrivé. Je te laisse introduire peut-être rapidement. Oui, alors merci Monsieur Plonner d'être présent parmi nous. Donc je vais très rapidement vous laisser la parole pour nous faire profiter de l'opération que vous avez développée sur votre commune, donc une opération d'autoconsommation collective sur votre commune patrimoniale, je crois, grâce à une source d'énergie renouvelable qui est de l'hydroélectricité. Donc c'est super intéressant parce que ça produit jour et nuit. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Oui, effectivement, la commune de Dain-sur-Meuse produit de l'énergie et on a fait le choix, quand on a remis en route une génératrice, de passer la production en autoconsommation. Autoconsommation collective, parce qu'on a 17 compteurs à la commune, entre l'éclairage public, la station de pompage, la station de relevage, enfin les bâtiments communaux, 17 compteurs. Et c'était plus intéressant d'approvisionner la commune en énergie que de trouver un acheteur qui nous aurait acheté l'énergie moins chère que celle qu'on achète à nos fournisseurs habituels. Voilà, ça c'était le premier point. Donc c'est vrai qu'on fait forcément des économies en consommant ce qu'on produit. L'autoconsommation, c'est simple à mettre en place, parce qu'Enedis vous soutient et vous accompagne dans la démarche.
Mais ce n'est pas suffisant, il faut un prestataire qui, lui, détermine les flux, donc nous, qui a des systèmes informatiques capables de déterminer ce qui a été consommé en même temps que ce qui a été produit pour informer les fournisseurs de ce qu'ils doivent facturer ou pas. Mais les fournisseurs d'énergie, donc EDF, Total et autres, ne sont pas vraiment équipés pour vous faire des factures d'autoconsommation collective. C'est-à-dire que globalement, ils nous facturent tous l'énergie que nous produisons et ils nous font un avoir et on a un merdier pas possible en facturation. On ne sait plus du tout où on en est. Donc, tous les fournisseurs d'énergie à l'heure actuelle font leur possible pour mettre des bâtons dans les roues de ceux qui font de l'autoconsommation collective. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, hein, mais moi, à l'heure actuelle, je reçois des factures, je ne sais plus les contrôler. Voilà. Surtout que quand vous avez 17 factures, vous faites ça par 12 mois, avec des avoirs dessus. Bonjour la galère. Donc on insiste quand même, on a rattaché les habitants de la commune à l'autoconsommation collective. C'est à l'heure actuelle, on a 80 compteurs de la commune, donc les compteurs de la mairie, plus les compteurs des habitants sur la production hydroélectrique. Donc la production hydroélectrique représente 200 kW. En consommation mairie, on est en fond, on est entre 20 et 30 kW. La nuit, on monte à 60. Avec les habitants, on monte à 100 kW en pointe en consommation. Donc, on est toujours revendeur d'énergie. Voilà. Est-ce que tout le monde a bien entendu? Je n'avais pas posé la question avant. On vous entend bien, oui. OK. Donc, est-ce que vous avez des questions sur... Merci beaucoup pour l'intervention. Peut-être rappeler la typologie de votre commune, la taille, où elle est Oui, située, donc, etc. voilà, sur Meuse, donc on est situé sur la Meuse, sur la rivière Meuse, on a 656 habitants. Voilà, je lis, on a 100 kW de surplus, 100 kWh de surplus, oui, mais on espère que d'autres habitants vont se rajouter. Et 200 kW, c'est la production maximum. Donc c'est ce qu'on a, on va dire 4-5 mois dans l'année, et après ça va baisser. Ça va baisser, et je pense août-septembre, on n'aura plus à produire août-septembre. Mais on a installé des panneaux photovoltaïques, donc on aura 36 kW la journée l'été. Voilà. Ça fait combien de temps qu'il y a cette opération? Alors, on a démarré fin 2021 pour les compteurs de la commune et début 2023 pour les compteurs des habitants de la commune. Et d'autres questions? Je crois qu'il y a des questions dans le chat. Est-ce que vous avez... Ouais, voilà. Alors, le pourcentage, il est... Je remets l'image. Le pourcentage n'est pas... Il dépend du mois, hein. Donc, en janvier, on a 100% d'autoconsommation. Mois d'octobre l'année dernière, on avait 0% d'autoconsommation. Puisque les génératrices étaient à l'arrêt. L'année dernière était une année très sèche. On a arrêté les génératrices mi-juillet, on les a remises en route mi-novembre. Donc, mais en règle générale, quand la génératrice tourne, on est à 100% d'autoconsommation. Et on reçoit quand même des factures de consommation de nos fournisseurs d'électricité. Et on est obligé de demander des avoirs, ça ne vient pas tout seul. Donc, on a effectivement commencé en 2021 par les compteurs de la mairie. Donc, la mairie a 17 compteurs entre l'éclairage public et tous les bâtiments communaux. Et donc, jusque fin 2022, ce n'était que les consommations de la commune qui étaient prises sur l'autoconsommation. Donc, on avait EDF parce qu'on participe au contrat du Grand Nancy. On a participé au contrat du Grand Nancy, donc on avait EDF en fournisseur
en 2021 et en 2022 pour les compteurs supérieurs à 36 kW. Et depuis 2022, on a Total en fournisseur d'énergie du fait du marché du Grand Nancy. On n'a pas de gros consommateurs d'énergie, on n'a pas de station d'épuration, on a une station de pompage qui consomme beaucoup, mais sur un très court laps de temps, en fait. Et en heure creuse. Est-ce que vous avez une idée de la durée du retour sur investissement par rapport à l'investissement que vous avez pu mettre pour redémarrer la centrale hydroélectrique? Alors oui, retour sur investissement. En fait, la centrale hydroélectrique enfin, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Retour sur investissement, vous l'avez tout de suite le premier jour. Par contre, il faut intégrer c'est comme si vous faites un prêt et puis vous remboursez votre prêt d'année en année. En fait, on a repris la centrale hydroélectrique, c'est mon prédécesseur qui a fait la transaction. Avant, elle était en concession, donc il a repris au concessionnaire, moyennant un paiement mensuel d'un pourcentage sur la production. Donc, on déduit de la production l'investissement. Donc après, ce qui nous reste, c'est pour payer l'entretien et pour payer, enfin voilà, et puis la part de la commune. Donc, en fait, le retour sur investissement, en 15 ans, on aura payé, mais uniquement sur la part produite. Donc, si on ne produit pas, on ne rembourse rien. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. Donc, et la troisième génératrice qu'on a remis en route après coup, on a fait un emprunt de 100 000 € pour remettre en route parce que c'était juste un joint qui est abîmé. Et en fait, on a vendu la première année au prix marché, le prix marché qui s'est envolé l'année dernière. Du coup, on est rentré dans notre investissement la première année. Voilà, avec les 100 kW qui restaient de production par rapport à ce qu'on consommait. Donc après, j'avais une question que la structure mise en place pour la PMO la première année, tant que vous êtes qu'un seul consommateur, la commune, la PMO c'est la commune puisqu'elle est producteur et consommateur, donc il n'y a pas besoin d'un intervenant extérieur. Si vous voulez faire participer d'autres personnes, il faut créer une PMO différente. Donc là, on a fait une association, le choix d'une association loi 1901 comme PMO, puisque la PMO n'est qu'intermédiaire entre un producteur et un consommateur. D'autres questions? Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants? Ça peut être aussi des questions micro, si vous préférez, que des questions écrites. Combien de temps de travail pour réaliser le projet? Pour intégrer tous les habitants, pour réaliser L'ensemble le projet uniquement pour les compteurs communicants de la commune, je dirais que ça va très vite. Franchement, vous décidez, 2 mois après, c'est installé. Et encore 2 mois, c'est long. Parce que on est un intervenant qui est la commune, la mairie, et un intervenant qui est Enedis, et vous avez votre troisième partenaire qui est la personne qui va vous gérer vos flux communicants. Et donc, et puis la personne qui vous rachète l'électricité, donc ça c'est EDF, Enercop ou autre. Donc ça va très vite à mettre en place. Par contre, dès qu'on intègre plus de personnes, ça devient plus compliqué. Parce qu'il faut trouver les numéros des compteurs communicants, il faut que chacun ait son contrat à jour, il faut savoir quel est le fournisseur. Enfin, après, c'est Enedis qui est relativement long à intégrer tous les participants. Parce que derrière, ils ont un boulot réel à intégrer les participants. Donc moi, ils m'ont mis 2 mois pour intégrer les participants.
Et vous avez combien de foyers sur la commune? Ben, on est passé de 17 compteurs à 80. OK. Donc on a 63 foyers qui participent à l'heure actuelle et enfin qui participaient. Donc ce mois-ci, on va en rajouter encore, fin mars, on a rajouté encore quelques compteurs et je pense qu'au fur et à mesure, on va rajouter des gens. Et vous proposez à quel tarif aux habitants, le Alors on kilowattheure? propose le prix du kilowattheure, uniquement l'énergie, hein, parce que c'est pas le prix du tout du total, à 7 centimes d'euros hors taxe. OK. Donc à Ce l'heure qui fait, actuelle, ouais, une douzaine de centimes, voilà, TTC, quoi. c'est ça. Et Donc c'est auquel moitié prix par rapport au réseau à peu près, c'est ça, on pourrait dire? ouais, enfin pas tout à fait. C'est 30 moins cher. Voilà, c'est pas super compris, il faut rajouter les taxes, il faut rajouter la part, transport, il faut rajouter tout ça. Voilà, donc mais à comparer un tarif, enfin le tarif d'EDF, c'est toujours moins cher. Voilà. Donc il y a aucun engagement pour les habitants qui intègrent le projet, hein, puisque c'est on déclare, si vous voulez vous déclarer pour le mois d'avril, vous déclarez tout le mois d'avril. Fin avril, on envoie ça à Enedis. Enedis intègre les nouveaux participants. S'ils veulent partir le mois d'après, ils nous disent: «On veut partir», on prévient Enedis et ainsi de suite. Je veux dire tous les mois, heu, tous les mois, vous pouvez venir et repartir. Mais enfin, il ne faut pas le faire non plus tous les jours. Le tarif est garanti sur une durée, oui, le tarif est garanti, tout au moins sur les 2 ans qui viennent, puisque globalement, c'est approximativement le tarif auquel on aurait pu le revendre à n'importe quel autre fournisseur d'énergie. Donc au niveau clé de répartition, la clé de répartition, c'est en premier lieu, tous les compteurs de la commune sont approvisionnés. En deuxième lieu, c'est tous les compteurs des habitants, donc au prorata de leur consommation. Et après, ce qui reste, c'est pour les commerçants, artisans et industries de la commune. Alors, je vais regarder. Pour le surplus, vous avez une revente, enfin vous avez une vente, sur le réseau? Le surplus est revendu à Enercop. OK. Donc on a effectivement embauché quelqu'un pour gérer non seulement, l'autoconsommation collective. De monsieur Denis Pelamati. Oui. Voilà, donc on a embauché une personne, pour gérer, bah, tout ce qui est électricité aussi au niveau central, du coup, parce que ça fait quand même pas mal de travail en plus à la secrétaire. Du coup, on a pris une deuxième secrétaire qui s'occupe de toute l'activité, heu, centrale. Après, elles se répartissent le travail, donc elle n'est pas à 100 sur la centrale, sur l'autoconsommation. Donc globalement, on a affecté le personnel de la commune à la centrale au niveau production et à l'autoconsommation collective, donc à la gestion de l'opération. Et Alors, donc, quel bureau d'études vous a accompagné? Mon bureau d'études, Enogrid, alors je ne sais pas si c'est vraiment un bureau d'études, mais Enogrid qui s'occupe justement de allez sur leur site, vous verrez un peu comment ça marche. C'est eux qui nous ont fait l'étude pour ajouter les panneaux photovoltaïques et c'est eux qui font justement la répartition des flux pour qu'on puisse facturer après, pour que la commune puisse facturer à chaque participant. Et donc là, on est en train de voir avec notre fournisseur, la plateforme informatique, Agedi, pour avoir, pour la facturation, pour avoir comme pour, l'eau, juste, que ce soit automatisé et qu'on puisse envoyer des rôles et que le trésor public puisse envoyer des factures aux participants. Content du travail de Enogrid sur, la prestation? Voilà, le travail d'Enogrid, c'est de donner les informations de facturation.
Parfait, bah, merci beaucoup pour votre intervention. Oui. Audrey, est-ce que tu veux reprendre la main pour la suite? Je ne sais pas si tu es encore là. Je suis là. Et alors, Parfait. Je suis là. Alors, attention, micro ouvert. certificat de Ah, c'est bon. Donc, pour la suite, donc, je le disais, hein, le but, c'est d'affiner dans des prochains groupes de travail sur vos besoins. Je vais juste vous repartager, hop, nos coordonnées, voilà. Donc là, normalement, vous voyez nos coordonnées. Donc, le but, c'est de se revoir donc, sur une périodicité toutes les 6-8 semaines, plus si vous pensez qu'il faut plus, pour avancer sur les différentes questions plus ou moins épineuses, puisqu'on a vu qu'il restait des questions en suspens. On a vu qu'il y avait, comme c'est un sujet très jeune, il y avait aussi des pratiques très différentes selon les territoires, selon les bureaux d'études, etc. Et donc, le but, c'est de mettre en commun toutes nos connaissances et d'avancer pour avoir une conscience collective au niveau du Grand Est sur ce que c'est que développer un projet d'autoconsommation collective et pourquoi pas en développer de plus en plus, quoi. Donc, vous avez ici l'ensemble des générateurs sur la région Grand Est. Donc, pour tout projet photovoltaïque ou éolien, vous pouvez nous contacter. Autrement, Benjamin vous enverra, ou je ne sais pas, Benjamin ou nous, je ne sais pas encore, vous enverra le support, le Google Form, les dates clés à retenir prochainement sur la question de l'autoconsommation collective, ainsi que le replay. Autrement, pour moi, c'est tout. Je vous remercie d'avoir été présent et patient jusqu'à cette heure-ci. Si vous avez encore des questions, vous aurez nos mails. Vous pourrez nous les poser par mail et on reprogrammera très prochainement un prochain groupe de travail. On avait une question, peut-être avant, bien remercier Monsieur Ploner hein, pour Oui. votre participation et votre témoignage qui est vraiment très précieux parce qu'on n'a pas beaucoup encore de réalisations de ce type en région Grand Est. On doit en avoir moins d'une petite dizaine. Merci à vous d'avoir pris le temps de partager votre expérience. Faites un recours. Merci à vous aussi. Ok. Donc, On avait une question de la personne qui s'appelle CEP, mais je ne sais pas si c'est une erreur sur lever de main ou pas. Bon. Bah, je pense que ça devait être une erreur. Et bah, une belle journée à vous, une belle semaine et un bon week-end de Pâques. Voilà. Au revoir.